Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement. Ce sont les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel. Ici, on est à la télé. Il n'y a pas de différence entre la télévision et le public devant lequel je parle depuis longtemps, ce qu'on appelle mon séminaire. Vraiment pas de différence? Dans les deux cas, il s'agit d'un regard. Un regard à qui je ne m'adresse dans aucun des deux cas. Mais au nom de quoi ce regard? Au nom de quoi je parle? Qu'on ne croit pas pour autant que je parle à la cantonade, c'est le cas de le dire. Je parle à ceux qui s'y connaissent, aux non-idiots, aux analystes que je suppose être dans mon assistance. L'expérience prouve, même à s'en tenir au fait de l'attroupement, car c'est ça, mon séminaire un peu. L'expérience prouve que ce que je dis intéresse beaucoup plus de gens que ceux que, avec quelques raisons, j'y suppose, analystes. Pourquoi dès lors parlerais-je ici d'un autre ton qu'à mon séminaire? L'inconscient, quel drôle de mot. Oui, je suis d'accord. Oui. Enfin, Freud n'en a pas trouvé de meilleur. Maintenant, c'est fait, il n'y a pas à y revenir. Ce mot a l'inconvénient d'être négatif. Ce qui permet, et on ne s'en prive pas, d'y supposer n'importe quoi au monde sans compter le reste. Je n'approuve pas. Mais enfin, tout de même, à chose jusque-là inaperçue, le nom de partout convient aussi bien que celui de nulle part. C'est pourtant chose fort précise. Approchons. Il n'y a d'inconscient, il faut poser ça, que chez l'être parlant, chez les autres. Nous-en aux animaux, qui n'ont d'être à proprement parler, d'être, qu'est-ce qu'ils soient nommés. Je ne dis pas qu'ils ne s'imposent pas du réel, mais chez les autres, il y a de l'instinct, par exemple. Soit le savoir qu'implique, semble-t-il, leur survie. C'est ça l'instinct.
Encore, après tout, peut-on dire que ce n'est là que pour notre pensée, qui peut-être à appeler ça instinct, est inadéquate. Restent les animaux en mal d'homme. Qu'on dit pour ça domestiques. Eh bien, cela, et pour cette raison, très probablement, cela, des séismes les parcourent. Au reste, courts, qui sont rapportables à l'inconscient. Approchons. L'inconscient, ça parle, ce qu'il fait dépendre du langage. Je vous interromps. Vous dites que l'animal, parce qu'il ne parle pas, n'a pas d'inconscient. Descartes lui disait que l'animal n'avait pas d'âme. Ça tendrait à prouver que l'inconscient, ça n'est qu'une hypothèse, une supposition. L'âme, c'est une supposition aussi. Supposition de la somme. Ça n'est pas rien qu'on puisse faire la somme. Qu'on le suppose, en tout cas. De la somme des fonctions du corps. En quoi c'est une supposition bien plus problématique que celle de l'inconscient. Néanmoins, supposons-la. Parce qu'après tout, c'est raisonnable de la supposer. Ça, c'est toujours supposé de la même voie. D'Aristote, au nommé von Uxküll. Retenez ce nom si vous n'en avez jamais entendu parler. Et puis que c'est encore ce que supposent, qu'ils veuillent ou pas, les biologistes, les physiologistes. Donc l'âme est là. Bien. Alors, je dis que le sujet de l'inconscient ne touche à l'âme que par le corps. Et ce qui est plus raide, d'y introduire, je dis par le corps, la pensée. En quoi cette fois, je contredis Aristote. L'homme ne pense pas avec son âme, comme il l'imagine, là, le philosophe. Comme il l'imagine. Il n'y a qu'à le lire pour s'en apercevoir. L'homme pense de ce qu'une structure découpe son corps et en rondelles qui n'ont rien à faire avec l'anatomie. Témoin l'hystérique. Je pense que tout de même, ça dit quelque chose à quelques-uns. Cette cisaille, certes, vient aussi à l'âme. C'est en manière de conséquence. Ça vient à l'âme avec dont j'espère que quand même quelques-uns ont quelque idée, à savoir
le symptôme obsessionnel. Ça, c'est quand même là qu'on voit bien la différence entre la pensée et l'âme, parce que l'âme de cette pensée, on ne peut pas dire qu'elle n'en soit pas embarrassée, enfin, n'est-ce pas, comme un poisson d'une pomme. Hein. On ne peut pas dire qu'elle sache qu'en faire. D'où il résulte. Ce qui est stupéfiant, enfin, qu'il a fallu attendre pour le dire, ce que tout le monde sait, en somme, déjà, n'est-ce pas? La pensée est disharmonique quant à l'âme. Et le fameux nous des Grecs, peut-être là quand même des professeurs qui m'entendent. Le nous grec est le mythe d'une complaisance de la pensée à l'âme. C'est bien ce qui se voit dans la théorie de la théoria que fait Aristote, n'est-ce pas? D'une complaisance qui serait conforme au monde Umwelt, pour s'exprimer comme le phonuxcule dont je vous parlais tout à l'heure, au monde dont l'âme est tenue, dans une certaine supposition de l'âme, dont l'âme est tenue pour être le reflet. Alors que ce monde, je le dis, n'est que le fantasme qui se soutient d'un certain type de pensée. Bien sûr que c'est une réalité. Mais dont il n'y a pas de raison de lui donner un tel privilège à ce mot réalité qui, d'ailleurs, lui-même présente une certaine ondulation, un tel privilège que nous ne puissions pas le considérer comme une grimace du réel. Mais quand on vient vous trouver, vous, psychanalyste, c'est pour aller mieux, et dans ce monde que vous réduisez allègrement au fantasme. La guérison, vous considérez que c'est un fantasme aussi? La guérison, c'est une demande qui part de la voix du souffrant, d'un qui souffre de son corps ou de sa pensée. L'étonnant est qu'il y ait réponse. Et que cette réponse de tout temps, dans la médecine ancienne tout au moins, qui de tout temps, dans la médecine, est fait mouche par des mots. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? Ben, c'était pareil. La médecine faisait mouche. Dans une grande part de son champ, avec des mots, ce qui prouve qu'une pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour opérer. Soit. Mais qu'est-ce qui fait alors précisément la différence de la psychanalyse et de la psychothérapie qui toutes deux agissent par des mots? C'est en effet une question à laquelle il faut répondre.
faut partir du fait de l'inconscient. Dans la mesure où l'inconscient y est intéressé, l'inconscient tel que je le formule, il y a deux versants que nous livre la structure. La structure, c'est le langage. Faites bien attention ici, parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le versant du sens, premier versant, c'est celui dont on croirait que c'est le versant de l'analyse. L'analyse qui nous déverse du sens à flot pour le bateau sexuel. Oui, il y a un ennui. C'est que ce qui frappe, c'est, et Dieu sait si Freud y a insisté, c'est que ce sens se réduise au non-sens. Au non-sens du rapport sexuel, lequel est épatant et toujours dans rien d'autre que les dits de l'amour. Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si c'est pas du déconnage. C'en est épatant au point d'en être hurlant. C'est ce qui donne une haute idée de l'humaine pensée. En plus, il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens. Et par-dessus le marché, pour le sens commun, c'est le sommet du comique. À ceci près, tout de même, que le comique ne va pas sans le savoir sensible, sensible dans ce qu'il énonce, le savoir du non-rapport qui est dans le coup du sexe. C'est là que notre dignité prend son relais. Voir sa relève. Le bon sens représente ce qui opère dans la suggestion. La comédie représente le rire. Est-ce à dire qu'il suffise outre qu'il soit peu compatible, c'est là que la psychothérapie, quelle qu'elle soit, tourne court. Non qu'elle n'exerce pas quelque bien, mais temporaire, et qui ramène au pire.